Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission Questions sur Actualité pour ce nouveau numéro de Questions sur Actualité. Nous avons un problème, une situation conflictuelle au niveau de la forêt d'eucalyptus de Kintélé. En tout cas, ce site qui fait l'objet d'un litige entre l'État, les propriétaires fonciers et les acquéreurs. L'émission que nous allons vous présenter va tenter de faire jaillir la lumière sur cette question. Et comme invité sur ce plateau, nous avons à ma droite Ulrich Mabika, il est journaliste. Salut Ulrich. Salut Emery Patrice, j'allais ajouter Lumumba, mais non, c'est Obargui. C'est Obargui, merci beaucoup. Alors, de l'autre côté, à l'extrême gauche, nous avons Romik Okilas, journaliste également. Romik, bonjour et salut. Bonjour Emery, merci. Et enfin, Asie Dominique de Marseille, il est journaliste, l'homme n'est plus à présenter. Salut Asie Dominique de Marseille. Salut Obargui. Questions sur actualité, une émission qui vous permet de comprendre l'actualité au-delà du factuel. Bienvenue à tous. Depuis un certain temps, en tout cas non prescrit par voie de presse et des réseaux sociaux, se trouve mise en exergue une guéguerre qui oppose les acquéreurs des parcelles de terrain dans la forêt des eucalyptus de Kintélé, je l'ai dit tantôt. Le conflit oppose donc la garde républicaine, communément appelée la GER, les propriétaires fonciers et les acquéreurs. Ce conflit produit souvent des étincelles entre protagonistes, sinon entre différentes parties en conflit. Et pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette situation, nous sommes allés sur ce site. Voici le reportage. Plusieurs acquéreurs verront leurs parcelles et maisons entourées par ce mur d'1 km et 160 mètres de long sur 600 mètres de large. Cependant, cette zone appartiendrait-elle vraiment à la garde républicaine? Pour comprendre, direction le service national de reboisement. Ok, la forêt de Kintélé répond à une petite histoire qui est très intéressante de mon avis, tout simplement parce que lorsque le premier président Fulbert Yulu avait fait sa première tournée dans le nord du pays, donc au retour, il arrive à 45 aujourd'hui, qu'on appelle 45. Il est aujourd'hui 45 du passage du président Marine Ngouabi. Alors lorsqu'il arrive là, le camion du président de la République tombe en panne, pourtant à quelques kilomètres de Brazzaville. Il tombe en panne, on ne pouvait pas le mettre dans n'importe quel camion. Donc il fallait rapidement dépêcher un camion, venir chercher un camion approprié pour finir la mission du président de la République. Alors ce jour-là était au rendez-vous une canicule qui était insupportable. Il était avec son collaborateur Claude Dacosta et il lui dit: mais Claude, mais cette canicule-là, depuis qu'on est parti là-bas jusqu'ici, je ne vois pas une forêt, je ne vois pas des arbres en dehors de ces arbustes-là. Mais regarde une canicule de ce genre, s'il y avait des arbres, on pourrait se protéger. Et le Claude Dacosta répondit, il dit: monsieur le président, on peut mettre une forêt? Il dit: ah bon? Ici on peut mettre une forêt. Comment ça? Il dit: si on peut mettre une forêt à l'image de tout ce qui est des forêts qui sont à Pointe-Noire, qu'on peut planter une forêt, créer une forêt ici. Il dit: demain matin tu vas me voir dans mon bureau. Effectivement le matin, Claude Dacosta, c'est l'ingénieur forestier, s'y connaissant, il vient pas voir monsieur le président, voilà je suis là. Il vient avec un bout de papier, il a déjà préparé un document et qu'il attendit au président de la République. Il dit: alors si c'est comme ça Claude, dans les 2 jours qui suivent, je vais entendre que tu es déjà là-bas, préparez-moi toutes les dispositions possibles afin de créer la forêt que vous me parlez. C'est-à-dire que 2 jours après, le ministre Claude Dacosta est arrivé à Kintélé, sachant qu'à 45 il n'y a pas d'eau. 45 il n'y a pas d'eau, il est arrivé à Kintélé revenu. Il a réuni les chefs du village, il a réuni les sages. Il dit: je suis venu vous voir, je suis envoyé par le président de la République. Alors il s'agit de créer une structure ici, afin que nous plantons les forêts d'ici jusqu'au-delà, jusqu'à l'Efini, la Léfini. Parce que le président a constaté qu'il n'y a pas de forêt, il faut que nous créions une forêt. Donc je suis venu voir. Il est parti avec de l'argent frais, du vin, un peu, vous savez que c'est une zone habitée par les Batéké. Comprenez, je vais dire tout simplement que la cola ne pouvait pas manquer. Alors à l'issue de cette rencontre, il a promis du boulot à
Non seulement la structure va s'installer, mais il y aura du boulot pour vos enfants. Donc tous vos grands-enfants là vont désormais, vous donner déjà des noms, vont désormais travailler dans cette structure. Alors c'est ainsi que on a créé la pépinière à Kintili. Et le champ d'action où il fallait planter les premières espèces, c'est à 45. Nous sommes dans les années 64. La pépinière est créée et il fallait planter maintenant à 45. Mais comme vous le saviez, il fallait faire des études pédologiques. Et tout ça, ce n'était pas encore du rendez-vous de la science dans le temps. Mais il fallait faire des essais d'introduction pour voir si telle ou telle espèce va bien se comporter avant de faire des grandes plantations. Donc c'est ce qui a été fait. La pépinière était à Kintili. Et les champs d'action où il fallait planter, c'est ainsi qu'au fil du temps, Kintili aussi a bénéficié d'un certain nombre d'activités de plantation forestière au profit de l'État congolais. D'abord, un bien de tri, on ne peut pas le récupérer aussi gratuitement. C'est d'abord un bien de l'État, ce n'est pas le bien d'un individu. Donc pour le récupérer gratuitement, il faut venir dire, ah non, tu as construit une maison ici, mais c'est mon terrain. Il faut aussi justifier cela. Il faut justifier que c'est votre terrain. Et pour le justifier, il faut des documents. Pour le justifier, il faut des sages qui justifient que non, ce domaine est là ou telle zone de tel lieu à tel autre lieu, n'est-ce pas, ça appartient à telle famille. Donc, tel que je vous explique, le ministre d'Acosta dans le temps, ils avaient eu l'accord de principe. Mais si aujourd'hui la terre devient une valeur indéniable parce que vous savez ce que donne maintenant la terre. Mais à ce temps, la terre ne coûtait absolument rien. Donc, l'État, en mettant son patrimoine forestier, tout ça c'est du domaine de l'État. Vous comprenez? En ce temps, il n'y avait pas de conditions de terre, il n'y avait pas d'exigence même d'argent. Et ce que le ministre d'Acosta avait fait, et conformément, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison de quelqu'un sans dire bonjour, même aujourd'hui, on a c'est nos parents ouest-africains qui disent, bon ok, vous avez besoin d'un verre d'eau, dans le cadre de la courtoisie et la coutume africaine. Donc, tout ce qui a été planté, ça revient à l'État. Même si tu es propriétaire de la terre, d'abord il faut justifier la propriété. Cet ancien agent du service national de reboisement nous explique cette cartographie. Ça c'est, en ce moment-là, en 87, on plantait en mars. Donc la troisième journée de l'arbre, c'est 6 mars. Oui. Ça fait 8 hectares 7. D'accord. Bon. Donc ça c'est les premières plantations. En ce moment, cette partie existe. Quand vous arrivez au marché de Kintili, il y a des eucalyptus qu'on avait vendus à la Bewamba, au défunt à Bewamba. Mais maintenant, elle est lotie. Tout cet espace, elle est occupée. Là, vous avez l'université. L'université de Sassou Nguesso. Voilà. Oui. Maintenant, ici, vous avez les 1000 logements. Oui. Et cette partie, c'est celle que les Rwandais occupent. Oui. La partie du milieu, oui. Où il y a des Pinus Kaïbéa. Bon, maintenant, en avançant, ici, vous avez toute cette partie. L'ancien péage était ici. Oui. Donc, toute cette partie, jusque là où occupe la GR. La GR occupe cette partie du bas, vers le flanc de la montagne. Ok. Voilà. Donc là, je pense que sur ce terrain-là, il y a l'université de Sassou Nguesso, c'est l'État. Ouais. Les 1000 logements. Les 1000 logements, c'est l'État. Les échangeurs. Il y a les échangeurs, c'est l'État. Et il y a la GR également, c'est l'État. Ouais. Bon, donc l'État ici place ses structures sur son terrain. Sur son terrain. Mais comment la population peut-elle acheter des parcelles de terrain dans une zone? Voilà, vous avez donc suivi la petite histoire de cette forêt par les représentants du côté du ministère de l'économie forestière. Alors, nous sommes allés recueillir les avis des propriétaires fonciers, autant pour moi, qui ont donné ces explications. Suivez. La population peut-elle acheter des parcelles de terrain dans une zone aussi sensible? Le propriétaire foncier avait-il le droit d'y vendre les parcelles? Quel document l'y autorise? Retour à Kintili. Il y a na bilolo va sali pépinière. Et quand on va sali pépinière, bah moni place ya kosala et c'est pour d'abord banda kolona ezala kité. Bah il faut solliciter noko nanga de faire noko nangai Nkodia Félix. Bah il y a commis kota Nkodia Félix.
tout balobi na ye que non papa biso toye to sali baninia. Yo ana moi bana wa poto ana bandete to kozwa bana na misala. To lingi bo pesa biso moi parti à mabele to lona banzete na simato tala après 5 ans. Il y a le projet, il y a bois de choc et que noté comme on a pris noir. D'après Bango, il y a qui le projet. Donc on a à peu près historique. Le problème, ça se trouve à Igné, au tribunal d'Igné. Alors, monsieur Akwangé et la CNR, parce que la CNR avait désisté. Hein. Il a désisté parce qu'il y a madame qui est aujourd'hui ministre de. Hein, qui est aujourd'hui ministre, et qui fut directeur de la SNR. Elle a dit non, laissez Papa Ngabambo parce qu'on n'avait pas acheté. Alors, maintenant, le problème, ça se trouve au niveau du tribunal. Et qu'on voulait expliquer, et on voulait que Akwangé vienne nous expliquer, au tribunal. Hein? S'il détient des documents qu'il avait achetés, ou il avait encore des. Je ne sais pas, qu'il explique et que. On délibère la situation. Donc, jusqu'aujourd'hui. Il n'est pas encore arrivé. Je pense que le problème sera délibéré à notre faveur. Voilà, toujours pour chercher à comprendre la véracité, sinon l'authenticité de cette forêt, de cette situation sur le terrain. Nous sommes allés recueillir les victimes qui se disent être victimes. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Toujours à propos, nous sommes allés sur le terrain pour recueillir les avis des acquéreurs qui se disent aujourd'hui être victimes d'une situation incompréhensible. Alors, l'un d'eux, sinon quelques acquéreurs sur le terrain, se sont exprimés sur la question. Des acquéreurs, que la justice fasse son travail. Tout le monde ici a son titre foncier. Vraiment, c'est horrible. Tel que nous sommes là, c'est vraiment horrible. Un bon matin, on voit le mur en train d'être érigé. On ne savait en principe de quoi il s'agit. Vous voyez, depuis des années, c'est depuis 2007 pour certaines personnes, qu'ils sont là, les maisons, ils ont déjà conçu, ils ont des titres fonciers, et d'autres sont en chantier. Et un bon matin, on nous apprend que le terrain appartient à la GER, étant donné que depuis très longtemps, la GER ou l'État sont en train de voir comment est-ce que nous évoluons, comment est-ce qu'on construit, comment les gens habitent. Et c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui qu'on se lève pour dire que comment est-ce qu'on peut débertiser les gens là où ils habitent sans pourtant avoir, je ne sais pas, quelle est la conduite à tenir. Donc on est là dans le quoi faire. Et que nous souhaiterons que, tout dernièrement on est passé sur les médias, nous souhaiterons que justice soit faite parce que c'est des gens qui habitent depuis très longtemps. C'est des gens qui construisent, c'est des gens qui ont épargné pour faire ce qu'il faut. Mais bien qu'aujourd'hui l'État pense que, entre parenthèses l'État, parce que je ne sais pas si c'est l'État, l'État pense que c'est sa propriété, mais ça ne se passe pas comme ça. Lorsque on veut prendre quelque chose pour l'utilité publique, mais on connaît la démarche. Ils ont pris l'université. Et là on a installé le stade. Là on a construit l'université. Il y a quand même l'ordonnance qui dit que pour l'utilité publique, nous allons faire telle activité. Et effectivement, la population, même s'ils sont là, il y a des procédures qui se passent. Mais on vient millimitario, comme il le dit, et on nous tuberculose. Aujourd'hui, on n'a plus accès à nos parcelles, ça devient compliqué. On est tous des Congolais. Comment est-ce qu'on peut vivre dans cette manière de faire? Donc voilà pourquoi nous venons pour demander au président de la République, demander aux autorités de voir, parce que ça ne c'est quand même pas un cas particulier. Cette femme est retraitée. Son repos, elle le trouve ici, dans la communauté urbaine de Kintélé, au nord de Brazzaville, où elle a acheté une parcelle de terrain et construit une maison. À plus d'1 kilomètre de là se trouve la parcelle d'Arnaud. Il a déjà engagé quelques travaux. Mais les deux ont quelque chose en commun. La zone dans laquelle ils sont acquéreurs appartiendrait à la garde républicaine qui procède déjà à l'érection de ce mur de clôture pour sécuriser ses casernes. Les deux aussi entre regret et désespoir. Je suis, comme on dit en anglais, loser, perdant déjà. Je ne veux pas tout perdre. Donc je veux récupérer du moins ce qui reste. J'ai acheté la parcelle auprès d'un monsieur qui était déjà lui acquéreur depuis 2017. Et à l'époque, on se rappelle, il y avait quelques arbres ici. Et bon, pour un peu avoir l'assurance, on a fait venir le cadastre
Et on nous a dit que voilà, le problème était au niveau de la justice et les propriétaires terriens avaient gagné. Donc il fallait... Donc on pouvait acheter sans être inquiété. Voilà. Ainsi, résumer cette situation au niveau du site d'Eucalyptus de Kintélé. Alors, nous avons sur ce plateau ici les invités que dès l'entame de cette émission, je les ai présentés. Alors, je veux me retourner du côté de Ilurich Mabika. Ilurich, c'est vous qui avez réalisé ce reportage. Alors, que peut-on retenir de cette situation? Alors, déjà, il faut dire que nous avons co-enquêté avec le journal Le Choc. Et on peut lire ici, à la une de ce journal, le titre concernant cette affaire de Kintélé. Oui, qu'est-ce qu'on retient finalement à l'issue de cette enquête? Vous savez, quand on mène une enquête, on se pose des questions. Il y a des interrogations. Alors, nous nous sommes évertués d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions-là, en allant, bien entendu, voir les personnes concernées dans cette affaire, et on a même élargi à d'autres services de l'État. Alors, le constat, c'est quoi? Nous constatons que à Kintélé, quelque part, se trouve une forêt artificielle, et tous nous savons que les forêts artificielles, ici chez nous, cela relève des services de l'État. Et dans ce domaine-là, nous constatons qu'il y a l'installation de la garde républicaine qui fait partie aussi des organes de l'État. Et donc, il y a le service national de reboisement qui a procédé au planting des arbres. Il y a la garde républicaine, communément appelée la GER, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton propos introductif. Mais ce n'est pas fini. Nous avons constaté aussi que sur ce terrain, il y a la population qui est aussi acquéreur dans le même domaine, d'où le litige annoncé tout à l'heure. Voilà pourquoi nous sommes allés voir le service national de reboisement pour demander, poser une question simple. À qui appartient le domaine forestier de Kintélé? Et tous nous avons suivi l'historique de M. Moussavou, qui est donc chef d'agence du service national de reboisement au niveau de Brazzaville, qui nous expliquait que l'origine de ce domaine-là, de ce site, date des années 60, avec le gouvernement du président Fulbert Youlou, premier président élu de la République. Voyez-vous? Ça date des années 60 et ça a évolué, il a dit clairement. Voilà, et voilà. Et l'État a continué à l'occasion des journées dédiées à l'arbre. Chez nous ici, nous avons une journée nationale dédiée à l'arbre. Le gouvernement... Qui intervient souvent le 6 novembre chaque année. De chaque année, continue d'y planter les arbres. Et on a consacré, je crois, 3 années comme ça sur ce site. Sur ce site. C'est M. Moussavou du Sénat Brazzaville qui nous le dit. Alors, partant de ces explications-là du CNR, nous ne sommes pas arrêtés là. Il s'avère qu'il y a un agent, ancien agent du CNR, qui est maintenant admis à la retraite. Il se trouve à Igné. Nous nous sommes déplacés, puisque c'est une enquête, nous nous sommes déplacés, nous sommes allés à Igné pour aller voir ce monsieur. Et le monsieur nous a expliqué, carte à l'appui. C'est ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu que ce domaine appartient à l'État. Alors, je voulais dire ça. Qu'on peut retenir mais on retient, de cette situation, qu'est-ce qu'on retient? On retient que le terrain appartient à l'État. Nous constatons que le terrain a été, on va dire, spolié. Spolié. Par qui? Mais par les propriétaires terriens, par les propriétaires fonciers. Le propriétaire foncier qui a vendu les parcelles et la population, sinon les acquéreurs, n'ont acheté que parce que le propriétaire terrien ou foncier a vendu. Et donc c'est le propriétaire foncier qui a spolié le domaine de l'État. Alors lui s'appuie sur la loi. Oui. Allez-y. Lui s'appuie sur le fait qu'après la conférence nationale, les propriétaires fonciers ont été réhabilités.
réhabiliter. Mais or, il a oublié que quand l'État occupe un espace, construit une école, un hôpital, ou bien crée une forêt, cet espace appartient à l'État pour cause d'utilité publique. Merci Mabika. On va évoluer dans cette émission. Alors, Romy Kokilas, vous venez de suivre donc, ce reportage, ce grand dossier consacré à cette situation conflictuelle. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous en savez sur cette situation? Alors, Emery, merci. C'est une vieille situation connue de tous. Elle perdure. Elle a fait objet des tentatives, des débats. Elle continue à faire objet des débats sur la toile. Alors, c'est de l'imbroglio, il faut le dire. Le premier constat que je fais sur le terrain, c'est de constater que la caserne, une caserne militaire, occupe le même terrain avec les paisibles populations, ce qui est infaisable. D'où la bienvenue de cette enquête pour départager les deux parties. Alors, l'enquête nous révèle qu'il s'agit d'une spoliation. Spoliation, je veux dire. C'est vrai, ceci, par rapport aux enquêtes, par rapport au texte. C'est vrai. Mais problème il y a. Je me dis, pourquoi ceci est révélé aujourd'hui? Mais le texte est vieux. Quand je lis le choc, merci bien, le choc nous présente un texte d'État, je dis bien texte d'État, qui donne le pouvoir à l'État de s'enquérir de ces terres. Question, est-ce que les acquéreurs furent informés? Non. Il a manqué la culture de la vulgarisation du droit chez nous. Ça, c'est un problème d'abord. Et donc là, je touche directement le ministère qui est en charge de ces questions. Et ce n'est pas l'unique problème. Et vous allez constater que ce soit à Pointe-Noire, il y a toujours ce problème où il y a des paisibles propriétaires fonciers qui spolient les terres de l'État. Où est l'État en ce moment-là? Quel est le rôle que l'État joue? Plus précisément, le ministère à charge de la gestion des questions foncières, qui sont pourtant des partenaires de ces propriétaires fonciers. Quel travail font-ils pour sensibiliser et les populations et ces propriétaires fonciers qui montent au-dessus de l'autorité de l'État? Et quel est finalement le sort des acquéreurs, des paisibles acquéreurs, des pauvres acquéreurs, je voudrais dire, qui aujourd'hui payent le prix? Merci Romy Kokilas. Alors, cette question, hein, comme je l'ai dit tantôt, fait couler encre et salive, en tout cas à propos Aziz Dominique de Marseille, journaliste, en tout cas propriétaire de ce journal, Le Choc, a mené une enquête. Alors, Aziz Dominique de Marseille, la première question que j'aimerais vous poser, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, à qui appartient la terre au Congo? La terre appartient à l'État avant la conférence nationale. Le régime du parti unique, le socialisme scientifique, n'accorde pas la terre à un individu. Nous sommes restés sous ce régime depuis longtemps et Ngouabi disait tout pour le peuple, chacun prenait sa parcelle. Je dis bien, pour situer l'histoire, au temps du socialisme scientifique, aucun individu ne peut se prévaloir avoir la terre qui appartient à l'État. La conférence nationale est arrivée, elle a réinstallé les propriétaires fonciers dans leurs terres, et c'est là que les propriétaires fonciers ont repris les terres qui leur appartiennent. Il y a une loi qui gère le domaine public. Et le code forestier précise qu'est-ce qu'on appelle le domaine public, qu'est-ce qu'on appelle le domaine privé. En clair, la terre appartient à l'État. La terre appartient à l'État. Alors, vous avez mené cette enquête, vraiment une enquête de fond, on le dira. Alors, dites-nous d'abord pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet. Qu'est-ce qui vous a conduit à aller au plus profond de cette enquête? C'est le laxisme de l'État. C'est-à-dire? Mon pays meurt parce qu'il était faible. Mon pays va mal parce qu'il était faible. Je suis citoyen congolais. Tout petit, je passais là, je voyais une forêt à Kintele. Quand on parle des années 60, 64, en 64, j'ai 2 ans. D'Acosta plante cette forêt-là, j'ai 2 ans, en 64. Les forêts ont poussé devant nous. Nous passions par là en allant au village et cette forêt existe. Après la guerre de 5 juin, cette forêt existe. Mais quand il y a eu les événements de 4 mars, la forêt a commencé à voler en éclats.
Ce qui m'a poussé d'aller là-bas, j'ai suivi les télévisions, j'ai suivi les réseaux sociaux. J'ai compris que personne ne disait la vérité. Excusez-moi d'attaquer mes propres confrères. Parce que je n'ai suivi qu'un seul son de cloche. Ils ont donné la parole aux occupants, ils ont donné la parole aux propriétaires fonciers. Aucun média, je défie sur ce plateau, n'a donné la parole au service de reboisement. Aucun média sur ce plateau n'a donné la parole on appelle ça, au service du foncier. Donc on a fait tout ce bruit dans les médias sans lire les textes. J'ai toujours dit, un bon journaliste, quand tu fais une enquête, ne t'arrête pas sur les dires des gens. Que dit la loi? Voilà pourquoi le choc est parti d'abord. Dit bon, si nous commençons ces débats comme Obarki le dit, n'importe quel citoyen, Romy Kela, comme vous arrivez à Kintélé, les gens sont sous les forêts, sous les eucalyptus. Par jugeote professionnelle, l'eucalyptus n'est pas un arbre qui sort spontanément du sol, comme les forêts qui sont chez moi. Quand les eucalyptus sortent du sol, ils ont été plantés par des individus. Et à des distances bien respectées, ou c'est 5 mètres, ou c'est 4, bien en rang. Ça suscite l'interrogation du journaliste. Bon, avant de commencer ce débat, je veux savoir qui a planté les eucalyptus ici. Et voilà comment j'ai dit mes confrères n'ont pas fait eux professionnels. Mais celui qui plante les eucalyptus chez nous, c'est quoi? Le service de reboisement. C'est qui? L'État. C'est l'État. Je suis parti à l'État voir le ministère. Monsieur Aziz, allez au service de reboisement. Ils m'ont reçu. Et le document est dans le choc, pour aller vite. Et la télévision qui était sur le terrain, au pas du jour, accompagné par Mabika qui était sur le terrain, parce qu'ils faisaient la même enquête. On a fait donc schéma ensemble pour comprendre le phénomène. Et quand ils ont entendu le micro, moi mon micro avec le micro, c'était le même micro. Ils nous ont raconté l'historique de la forêt. Et quand nous savons que c'est l'État qui a planté la forêt, on a déjà eu la version de l'État. Nous sommes partis voir les acquéreurs. Tous les acquéreurs nous ont affirmé qu'ils ont acheté auprès du propriétaire foncier, M. Dieudonné, qui est le représentant de la famille Tili. OK? Mais il faut lui donner la parole à lui aussi. Nous sommes partis le voir. Et quand nous sommes partis le voir, vous avez vu un extrait filmé, mais dans le journal, nous avons déployé le programme fait. Nous avons posé une question capitale qui n'a pas trouvé de réponse au plan de l'acquéreur. Cette question est fondamentale. Surtout cette question que cette crise est née. La question, c'est laquelle? Le propriétaire foncier vous dit, la forêt nous appartient. L'État n'a jamais acheté chez nous. L'État a fait un essai de planting. Ça durait pour 5 ans. L'État a nous restituer notre terre. Alors quand vous arrivez là au Bariki, la question c'est quoi? Mais à partir de quel moment la terre est revenue au propriétaire foncier? Ça s'appelle la conférence nationale. Mais laquelle? Quelle est la terre qui est revenue au propriétaire foncier? Aziz Domine de Marseille, nous sommes dans une émission d'éclaircissement. Oui. Alors, une émission qui permet justement au public de comprendre, oui, d'être élucidé sur certaines questions. Oui. Nous sommes ici sur la question de droit. Oui. Alors, pour faire un rétro-pédalage, permettez-moi, je voudrais vous poser cette question. Oui. Alors, que dit la loi à propos de l'occupation ou encore de l'acquisition des terres au Congo? Bien. La loi dit, aucun bien de l'État n'est aliénable. Quel que soit votre pouvoir, votre fonction, le bien de l'État est inaliénable. Le débat ici, ce n'est pas le bien d'Obargui, c'est qu'un citoyen a aliéné le bien de l'État. Vous avez vu le monsieur du Sénat pour démontrer qu'il y a le litige, ce n'est pas sur l'organisation des biens, c'est sur un individu qui a pris le bien de l'État, l'a aliéné. Et le ministre Koussou Mavungu nous a aidés dans sa correspondance. Il demande à l'avocat de l'État de poursuivre ce monsieur en justice. Nous avons ce document, il est dans le journal. Donc ce n'est pas l'organisation des terres qui fait problème. C'est plutôt un individu qui a spolié le bien de l'État. Et je me sais pourquoi. Quand la Cour nationale restitue les terres, l'État ne restitue pas la terre sur laquelle l'État est en exploitation. Je prends un exemple simple au Bargui. Et mes collègues me suivent tous dans la cité. Imaginez que ici, là, la terre, l'État a mis la télévision. Si d'aventure on devait restituer des terres à un propriétaire foncier, on lui remet la télévision. L'État ne restitue que la terre qu'il n'a pas pu exploiter. Puis toute la terre appartient à l'État. On restitue la terre, l'État dit bon, monsieur de Kintélé, c'est vous la famille Ntili, oui, bon, ok. Notre superficie utilisée, Itili, la superficie utilisée par l'État est de 351,57 voilà. hectares. Sur ce vaste terrain, l'État n'a plus que 351,55 hectares. Mais cette terre est plus de 355 hectares. Et là, l'État dit, voilà notre terrain.
l'État a présenté un plan que vous avez vu. Sur ce plan, l'État a installé, la première structure, c'est la GER. La deuxième structure, c'est l'université. Les 1000 logements, la troisième structure, c'est l'université. Donc, c'était intérêt de l'État que l'État utilise comme il l'entend et comme il veut. Alors, quand vous enlevez sur tout ce terrain qui est très vaste, qui dépasse de 51 hectares, c'est que le reste a été remis au propriétaire foncier. Et c'est là où le propriétaire foncier, après avoir vendu tout son terrain, s'est mis à vendre celui de l'État. C'est ça le débat. Donc, les 351 hectares ne sont plus exactement intacts donnant à l'État. Un monsieur qui est parti grignoter cet espace a vendu à des privés. Ces privés ont érigé leur maison. Mais quand ils voient des privés, les privés, c'est ne savent pas qu'attention, il y a une structure qu'on appelle la garde républicaine qui est là-bas déjà, qui est la première structure à être installée sur le terrain de l'État. Et cette structure pour être installée, le code forestier dit ceci, en son dernier alinéa. Les structures qui ont d'office qualité de s'installer dans une forêt artificielle, il cite les structures et le dernier alinéa, c'est défense nationale. Ça veut dire quoi, défense nationale? C'est l'armée. Donc, dans l'organisation même du code forestier, il est autorisé à la défense nationale de prendre des quartiers dans une forêt de ce genre-là. Et comme nous sommes à l'entrée de Brazzaville, stratégiquement, c'est des secrets militaires qu'on ne dévoile pas. Il est normal qu'à l'entrée de Brazzaville, il y ait une structure de sécurité. Et le code forestier le prévoit. Et comme il y a une forêt artificielle, eh bien la GER, qui prend les négociations, la direction de la GER, qui va négocier avec le CNCN, oui, mais la loi le prévoit. Installez-vous. C'est ça le problème. Romik a dit, les propriétaires fonciers n'ont pas été informés. Il dit non. L'État a retiré les terres, a pris celles qu'elle avait utilisées, celles qu'on n'a pas utilisées, on a remis. Monsieur Dieudonné, qui est en train de vendre les terrains là-bas, c'est que l'État lui a restitué les terres. Mais c'est que l'État lui a dit, attention, les 300 et quelques hectares m'appartiennent, moi, l'État. Et comme la loi n'a pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire ici, la Cour nationale a décidé de restituer les terres, mais elle ne peut pas, elle s'applique maintenant pour le présent, non pour le passé. C'est un principe universel de droit qui dit, la loi n'a pas d'effet rétroactif. C'est-à-dire, comment vous restituez les terres, vous ne pouvez plus ravir les terres sur lesquelles l'État a mis ses structures. Or, ici, le débat Tintélé, c'est que M. Dieudonné a vendu des terrains dans l'espace réservé à l'État. Merci. Voilà le débat, c'est celui-là. Idriss Mabika, alors, au vu de ce qui a été dit, déclaré par différents intervenants dans ce dossier, alors, d'où viennent les querelles? D'où vient la polémique? La polémique, oui, mais avant de répondre à cette question, j'aimerais éclaircir quelque chose, parce que tout à l'heure, ça peut porter à confusion. Et quand le doyen a dit, vous avez posé la question de savoir à qui appartenaient les terres au Congo, il a dit à l'État, et après il dit que l'État avait... vous êtes libre de répondre à cette préoccupation. Oui, mais je réponds. Je réponds pour dire qu'actuellement, maintenant, c'est-à-dire après la conférence nationale, les terres appartiennent aux propriétaires fonciers, puisque l'État les a réhabilités. Mais comme il a dit, il a apporté quelques éléments d'éclaircissement pour dire, mais là où l'État a déjà occupé, construit, sinon planté, créé des forêts artificielles, l'État conserve ces domaines. Voilà pourquoi la nouvelle loi dans ce domaine-là, et je peux aussi répondre à cette question, comme vous avez demandé, comment est-ce qu'on peut acquérir les terres au Congo? Ben, la loi est claire. Vous ne pouvez acheter quelque chose qu'auprès de la personne à qui appartient la chose, voyez-vous. Donc si vous voulez acquérir une parcelle de terrain dans une zone occupée par un propriétaire foncier, vous ne pouvez qu'aller le voir, sinon acheter ou bien trouver un accord, comme l'État l'a fait pendant plusieurs années. Donc actuellement, en République du Congo, les propriétaires fonciers sont reconnus par la loi, les terres leur appartiennent, mais l'État aussi a ses terres occupées. Pour un bémol, excusez-moi, pour un bémol, c'est la question. En fait, il n'y a pas de confusion, évidemment, il faut expliquer. Si vous dites Brazzaville appartient à qui? Je dis pas que Brazzaville appartient aux habitants de Brazzaville, appartient à l'État. Ça veut dire chacun a sa parcelle, mais tout l'ensemble appartient à l'État. C'est ce que ça veut dire. Oui, mais on n'achète pas à l'État la parcelle. Voilà, je dis, pourquoi? Excusez-moi. Il faut faire quand même une nuance entre la terre et les terrains. Voilà, mais on y va. Mais ici, nous parlons de la terre. Voilà, mais la terre ne peut pas appartenir à un individu. Pourquoi? Bon, allez-y aujourd'hui à Pointe-Noire. Le propriétaire foncier de la mer, c'est qui? L'océan. Personne. Le propriétaire foncier du Mayombe, c'est qui? C'est personne. Donc, voyez-vous, ça appartient à l'État. L'État a donné au propriétaire foncier quelques parcelles
quelle que soit ta propriété foncière, tu ne peux pas avoir des kilomètres qui débordent les régions. Votre parent, il vivait à la fois à Dolizy, à Evo et à Ouando pour avoir les terres de tout le Congo. Non. La terre appartient au propriétaire foncier dans un périmètre réduit, défini et organisé par le code de biens publics. Donc, même si vous êtes, quand on dit la terre appartient au propriétaire foncier, non. C'est la partie sur laquelle sa famille a existé, sa famille a vécu. Autrement dit, les villes vont dire la mer nous appartient à Pointe-Noire. Non. Donc, la terre appartient à l'État. Les propriétaires fonciers n'ont que quelques hectares qui sont définis, tracés et reconnus par la loi. Je vais terminer en disant, quand l'État reçoit les terres, il appelle les propriétaires fonciers d'aller régulariser leur situation. C'est-à-dire, moi, je suis le fils de Tankewa. Alors, nous, on a vécu ici. Ça commence ou ça s'arrête où? On prend les traces. Tu ne vas pas prendre tout le poule, Tankewa n'a pas pris tout le poule. Moi, je suis le fils de Makoko. Makoko ne prendra pas tous les plateaux. Votre circonférence est de combien? C'est ce qu'on appelle la terre a été restituée au propriétaire foncier. Ce n'est pas la terre en tant que territoire congolais, non. On vous a parfaitement compris. C'est ça la différence. Mais je réponds à ma question. Romy, que vous voudrez ajouter quelque chose? Oui, absolument. Soyons clairs sur cette question. Oui, justement. Là, nous remontons la République, nous remontons l'organisation sociale et politique de notre pays. Justement. La terre appartient à l'État. La loi existe. Aujourd'hui, tout a été reformé. La terre appartient à l'État. Cependant, lorsque M. Azi et mon frère font savoir qu'après la conférence nationale, la terre a été restituée aux propriétaires fonciers. En fait, les propriétaires fonciers, c'est des féodaux qui existent avant la République. Lorsqu'on annonce la République, tout cela tombe. Mais aujourd'hui, nos cultures, nos traditions, pour apaiser le climat sur la gestion des terres, l'État congolais a voulu faire de ses propriétaires fonciers des partenaires importants dans la gestion des sols, des terres, pour éviter des crises au niveau social. Vous savez bien que le poids de la terre dans une famille. Et donc, sur cette question, je reviens sur la question. Le problème aujourd'hui est très clair. Le monsieur qui détenait les terres, conscient que cette partie des terres appartient à l'État, il en est conscient. Cependant, on doit poser la question de savoir pourquoi ce monsieur a bravé l'autorité de l'État. L'État a une responsabilité à cause de ce que le choc appelle le laxisme. L'État a beaucoup d'espace non acquis, mais non utilisés. Vous êtes en face des propriétaires fonciers parfois analphabètes. Ce n'est pas une façon de les injurer, je veux dire, qui ne saisissent pas la portée de ces textes. Mais qui sont souvent entourés par des sachants. Et sachez que dans ces familles, la terre est une richesse. Pas la moindre. La terre est une richesse. Donc, toutefois, dans une famille, les gens ont tendance à aller vers la vente des terres parce que dans ces familles, il y a trop d'héritiers aussi. Donc, il y a cette pression, cette tendance. Mais lorsque l'État abandonne ces terres, qu'est-ce que ces propriétaires fonciers font? Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent. Ils viennent, ils prennent les risques de vendre, pensant que l'État ne va jamais agir. De l'autre côté, vous voyez bien cette caserne. Nous parlons comme si nous sommes de la planète Mars. Mais nous connaissons l'histoire difficile de la ville de Brazzaville. Le 4 mars. Mais absolument, moi j'ai jamais vu une ville qui n'a pas d'effort terrestre. Ça c'est une zone purement stratégique. Et vous avez vu lorsqu'il y a problème dans Brazzaville, c'est la première zone à être fermée. C'est une zone stratégique. Normalement, dans d'autres pays, elle ne devait pas être occupée par des populations. De part et d'autre, il s'agit là de la porte de Brazzaville. D'où cette caserne a sa raison d'être. Donc il est question aujourd'hui. Le plus important pour moi, c'est de poser la question de savoir que faire de ces acquéreurs qui sont des Congolais qui n'ont pas bravé l'autorité de l'État. On va y arriver. Alors, déroulons toujours cette émission. Alors, il reste sur vous, sur la spoliation de ce site. Alors, comment en est-on arrivé là? Oui, je crois que la première question, c'était pourquoi la polémique. Mais justement. Oui. Mais la polémique, l'origine, c'est ce qui a été dit. C'est-à-dire, l'État a son domaine. Mais pour le propriétaire foncier, contrairement à ce qu'a dit mon confrère, contrairement pour lui, la zone lui appartient. Il ne reconnaît pas que cette zone appartient à l'État. Voilà pourquoi il a porté. Il travaille avec le ministère. Voilà pourquoi il a porté. Non, mais je suis en train de rapporter ses propos. Je ne veux pas déformer ses propos. Lui a dit que la terre lui appartient. Alors l'État ne pouvait pas se permettre d'y installer la garde républicaine. Voilà pourquoi ils ont porté l'affaire au niveau du tribunal du Nié. S'ils savaient que le terrain appartient à l'État, ils ne pouvaient pas
concevoir une plainte, entre nous soit dit. Il ne pouvait pas concevoir une plainte contre l'État qui a installé la garde républicaine. Et donc, la polémique, c'est à ce niveau. C'est-à-dire, nous constatons que les acquéreurs ont constaté que, plusieurs acquéreurs d'ailleurs, que le mur de la GR est en train d'être érigé, alors plusieurs de leurs maisons se retrouvent dans l'enceinte même, dans l'enclos même. Et donc, du coup, la conséquence, c'est quoi? Ils vont partir. Voilà. Alors qu'on a vu cette maman-là, une maman qui est retraitée, qui a dit que je travaillais pendant toute ma vie. Voilà ce que j'ai pu faire comme demeure pour me reposer. Et aujourd'hui, on me dit que je dois partir. Alors, partir comme ça, j'irai où? Voyez-vous? Donc, la polémique, je dirais, c'est l'État qui a contribué à la spoliation de son propre domaine, et les populations, les habitants qui ont acheté les parcelles là-bas sont pris comme des victimes. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le propriétaire foncier, de l'autre, il y a l'État, et eux, ils sont au milieu, et ça pose problème. Ça pose un véritable problème. Et on peut s'interroger sur l'avenir de ces acquéreurs. Justement, Aziz de Marseille. J'aimerais rappeler quelque chose, s'il vous plaît, en passant. Cette situation se présente comme lorsqu'on ne connaît pas la loi, on ne sait pas ce qui a été fait antérieurement sur ces terres, tel que j'ai vu dans ce journal. En tout cas, nous avons l'impression, c'est l'impression que ça donne, que la garde républicaine a eu à braver les terres, alors qu'il ne s'agit pas du bradage des terres. Les textes le disent. Moi, je pense que ce débat porte à un intérêt. Il est question d'illuminer, il est question de l'opinion congolaise, surtout l'opinion congolaise, hormis ses acquéreurs, l'opinion congolaise, et il est question d'apporter de la lumière pour aider non seulement les acquéreurs, les pouvoirs publics, aussi bien les Congolais, qui alimentent les réseaux sociaux et qui jouent à la récupération, je te dis. La lumière, c'est à vous de l'apporter. Absolument. Voilà, Aziz de Marseille, parce qu'on entend Ulrich, vous deux, vous avez mené cette enquête sur le terrain. Lui, il dit que les propriétaires fonciers ne reconnaissent pas l'État, la présence de l'État sur ce site. Je crois que c'est ça. Que l'État est propriétaire de cette terre, de cette zone. Non. Alors, pour eux, en fait, il est parti de l'histoire qu'on nous a racontée au service national par M. Moussaou. Par M. Moussaou, puisque nous lui avons posé la question. Lui, il dit, mais c'était juste un accord de 5 ans. C'est-à-dire, nous avons accepté de donner l'État ses terres, parce que l'État nous a dit, de manière provisoire, parce que l'État nous a dit que c'est juste pour une période d'essai de 5 ans. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés de constater que l'État commence à chasser les acquéreurs de terrain là-bas, alors que les acquéreurs ont acheté auprès des propriétaires fonciers. Aziz de Marseille, alors quand l'État vient s'installer sur ce site, y a-t-il eu un acte ou un accord conclu entre l'État et les propriétaires fonciers? Bien. Cette question n'a pas sa raison d'être parce que je vous ai dit, l'État était propriétaire des terres dans le Mono. Il n'y a pas de texte. Moi, je suis propriétaire des terres, vous voulez que je prenne un texte sur ma terre. C'est plutôt le propriétaire foncier à qui on a dit reprendre ta terre qui doit aller à l'État chercher le document qui fait de lui le propriétaire foncier. C'est-à-dire, tout propriétaire foncier que la terre, toute la terre appartient à l'État. Moi, comme je suis propriétaire foncier, je me vois à l'État, qu'on délimite ma surface, qu'on me donne un document officiel qui fait de moi propriétaire foncier. On ne peut pas renverser la chose dans le cas de Kintélé. Si l'État reçut les terres, nous sommes là dans les années 60. Quand on parle d'Abbé Fulbert Yuru, on parle de Dacosta, c'est tout juste après les indépendances. Alors, l'État propriétaire, quand Ngouabi arrive, c'est en des années 70, l'État est toujours propriétaire. Aucune terre n'appartient au privé. Mais quand la Convention nationale qui est récente réinstalle le propriétaire dans leurs attributs. Mais attends, Obargui, tu es journaliste, au Kilas, qu'est-ce qui se passe? Au propriétaire foncier dit, je veux me faire recenser, je veux me faire connaître. Et l'État lui donne des documents. Mais quand on pose la question à la famille, quand nous avons posé la question, donnez-nous le document qui fait de vos propriétaires fonciers, ils ne nous l'ont pas donné. Deuxièmement, son argumentaire tombe en bref. Pourquoi? Lisez le journal Le Choc. Comment est-ce que M. Dieudonné, qui vend les terres à Kintélé, est-il devenu retraité? Écoutez la vérité. Quand Dacosta, qui reçoit mission d'aller installer une forêt artificielle à 45 km, et comme 45 km n'a pas d'eau, Dacosta est venu à Kintélé pour installer la pépinière là, à prendre les plans de la pépinière pour aller faire la forêt de 45.
D'Acosta dit, le président de la République m'a dit, les premiers travailleurs, ce sont vos enfants. Et quand on recrute les enfants, le premier qui est recruté, c'est M. Daniel, qui est aujourd'hui propriétaire foncier. Il a été recruté, il a travaillé au service national de reboisement. Monsieur Dieudonné. Dieudonné Gamabou. Voilà. Qui aujourd'hui est devant les terrains, il connaît l'histoire, il a été recruté comme travailleur à cette époque-là. D'Acosta dit, donnez-moi vos enfants. Et la famille l'a donné Dieudonné comme travailleur. Et aujourd'hui, Dieudonné se prévaut d'une retraite. Cette retraite, elle a eu dans le service national du reboisement. Donc, quand l'État prend le terrain, Dieudonné, c'est un jeune garçon qui travaille sur le terrain de l'État, qui est fonctionnaire de l'État. Et il peut être fonctionnaire de l'État, il a assisté, il a participé au planting des arbres. Aujourd'hui, l'État est restitué au propriétaire foncier et c'est la famille qui lui dit, bon, comme tu as travaillé là-bas, à toi de prendre notre partie. Et la partie qu'on lui donne, il a déjà vendue, il se met à vendre celle de l'État qu'il connaît. Parce qu'il est travailleur retraité du service de reboisement. C'est là où l'argumentaire tombe. Moi, j'ai travaillé dans le système. Je suis parmi les premiers travailleurs qui ont planté ces terrains artificiels. Donc, je connais que c'est à partir de l'État. Voilà qu'un bon matin, je me mets à exproprier le terrain de l'État. Et écoutez-moi la meilleure. L'État sévit. C'est Mavungu. Le choc est clair. Le ministre Mavungu. Koussou Mavungu. Oui. Donc, le ministre Koussou Mavungu, et qui écrit. Il écrit à l'avocat de l'État. Maître Oko. Par la présente et pour le compte du ministère des Affaires foncières et du domaine public, je vous demande d'engager une procédure judiciaire contre la famille Tsili, représentée par M. Dieudonné Ngambamou, devant les tribunaux pour motifs ci-après. Ici, les motifs. 1. Destruction du massif forestier de Kintele dans le district d'Igné, département du Pôle. 2. Spoliation du massif dans son occupation illégale et vente des terrains sur une superficie de 4000 m². Et enfin, trouble à l'ordre public ayant entraîné de l'escroquerie. Ça, c'est Mavungu qui fait cette lettre-là. Elle est le numéro 245. La date est lisible sur J'aimerais le document. Vous dites, voilà. Monsieur le ministre Koussou Mavungu, excusez-moi. Voilà, à l'époque, au ministre... Voilà, ministre des Affaires foncières et du domaine public. Et donc, qui écrit à Maître Oko, l'avocat. Mais quand le ministre Mavungu le dit, mais parce que le ministre Mavungu, en prenant les fonctions, on lui démontre par le patron du service, attention, voilà les terres artificielles du Congo. Il y en a à Pointe-Noire, il y en a à Brazzaville. Et monsieur Dieudonné Ngamambou est travailleur. C'est lui qui participe au planting de cette forêt artificielle par l'État. Aujourd'hui, non, il s'est retourné, il a retourné sa veste, il se met à vendre les terrains sur lesquels il a travaillé, il a pris sa retraite. Il a parlé d'une occupation provisoire. Et il parle, oui, mais ça c'est le seul de la famille qui nous avait interrogé qui dit, écoutez, en réalité, l'État nous avait demandé de faire une opération provisoire de 5 ans. Romy Kokilas, il faut qu'on m'aide, je suis ignorant. Je ne connais pas où l'État vient dire, bon, prête-moi d'abord ta terre, 5 ans après je rembourse. Quand l'État prend une terre, c'est pour des raisons d'utilité publique. Et le bien des terres est inaliénable. Alors je vais dire une chose capitale. C'est que quand ils vendent, les acquéreurs prennent, mais ils ne se posent pas la question de savoir d'où vient-il que je commence à prendre une parcelle sur les eucalyptus, qui ne constituent pas des arbres qui sortent spontanément du sol. C'est une forêt artificielle du coup. Et le type lui dit, j'ai gagné le procès. Monsieur n'a pas un document qui vous présente montrant qu'il a gagné le procès. Alors donc, en conclusion, vous avez d'un côté les propriétaires fonciers. Et le propriétaire foncier qui spolie l'espace de l'État. De l'autre côté, il y a que les acquéreurs qui ont acheté malheureusement les terrains dans les bras de quelqu'un qui n'est pas autorisé. Mais le danger, je n'ai jamais vu des civils habiter dans un camp militaire. Mais comment ces civils vont faire? L'autre danger, les maisons qui sont à l'extérieur du mur n'ont pas respecté les dimensions prévues par la loi. Le minimum, c'est 400 mètres. Parce qu'attention, on ne peut pas côtoyer, on ne peut pas être voisin, on ne peut pas même frôler. Voilà, lentement et sûrement, nous allons vers la fin de cette émission et la question principale, pour ne pas le dire ainsi, une question qui méritait d'être élucidée. Alors, aujourd'hui, l'affaire est pendante devant les tribunaux du pays. On parle de Brazzaville et d'Igné. Alors, quel serait le sort réservé aux acquéreurs qui ont acheté ces terrains? Le sort des acquéreurs, j'aimerais ajouter, dire quelque chose concernant ce qu'a dit le doyen Aziz tout à l'heure. En fait, l'État ne conteste pas le fait que la famille Tsili soit
propriétaires fonciers dans cette zone-là. Hein, ça, il faut que les gens le comprennent. Et preuve en est, l'État a acheté quelques terrains là où, dans un domaine qui est à l'extérieur du domaine de l'État, auprès de la famille Ntili. Et donc l'État reconnaît que la famille Ntili est propriétaire foncier dans cette zone. Et là, c'est clair. Et concernant la spoliation aussi, c'est clair. Le domaine des eucalyptus appartient à l'État. Je pense qu'il n'y a pas de débat. La loi est claire là-dessus. Et quel serait le sort, justement, réservé aux acquéreurs? Le sort des acquéreurs, c'est la grande interrogation. C'est la grande interrogation parce que je pense que le journal Le Choc, le titre, il est clair et je pense que les mots ont été choisis et justes. Le laxisme blâmable de l'État en est la cause. On est la cause. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que l'État, qui devait être considéré comme un tout, entre les services de l'État, il n'y a pas de communication. Entre les services de l'État, on a l'impression qu'il n'y a pas de collaboration. Parce que quand on va au service national de reboisement, on nous dit que ben oui, là-bas, ben, c'est pas nous, allez-y voir concernant les documents, les fameux documents qui devraient démontrer que l'État, ce domaine appartient à l'État. On nous envoie au ministère du Foncier. Au ministère, voilà, les affaires foncières, notamment la direction générale du domaine, du domaine de l'État. Ouais, là-bas, on nous dit que mais nous n'avons pas les moyens. On leur a dit, comment est-ce que vous assistez à la spoliation d'un domaine de l'État? Il dit, mais nous n'avons pas les moyens. Vous savez que même pour expulser quelques citoyens qui ont spolié la voie publique à Brazzaville, on a du mal. Quand on fait recours à la mairie ne veut pas nous bombarder des factures. Bref, l'État, le laxisme de l'État en est la cause. Je pense que le journal Le Choc l'a dit. Et la population, le sort, c'est quoi? L'État devrait normalement regarder cette situation. Moi, je pense que je peux proposer à l'État, il faut soit restituer l'argent des acquéreurs, ou bien chercher, je ne sais pas, un compromis avec les propriétaires fonciers, trouver d'autres parcelles assez paisibles citoyens qui n'ont pas spolié, mais ils ont acheté, puisqu'il y en a qui ont aussi des propriétaires des titres fonciers. Parler d'indemnisation. Oui, on peut indemniser, on peut... Bon, merci. Alors, Romy Kokilas, puisque nous sommes dans le domaine de la gouvernance, au regard de cette situation, quel serait, selon vous, le sort réservé aux acquéreurs? Mais c'est ça qui a déclenché même ce débat, en fait. Donc, on examine les manières de faire de l'État et des propriétaires fonciers. Le sort des acquéreurs, c'est avant tout des paisibles Congolais. Il faut le dire, qui n'ont pas bravé l'autorité de l'État ni des propriétaires fonciers. Les mairies, ils ont acheté. Ils ont acheté sans être informés. Mais ils n'ont pas péché pour le faire. Alors, il est démontré ici au cours de ce débat qu'il y a eu un spolieur qui connaît la loi, qui a fonctionné avec l'État, qui est à la retraite. Alors, mais à la justice, normalement, d'interpeller ce dernier, que justice soit faite vis-à-vis de ce monsieur. Double infraction, je pense qu'il faut le dire comme ça. On spolie et on vend ces terres. D'abord, on brave les terres de l'État et on vend. Lorsqu'on vend, on amasse des sommes faramineuses des populations. Et l'État, qui est la mère nourricière, doit normalement prendre ses responsabilités. Sinon, où le contraire serait une guéguerre interminable entre ces jeunes acquéreurs qui ont dépensé de leur argent face à ces propriétaires fonciers. Et l'État va intervenir encore à la fin pour chercher à trouver des solutions. Ici, il est clair que l'État va prendre des responsabilités, soit en remboursant cet argent comme il a dit, ou en trouvant d'autres espaces. Mais toutefois, il faut de l'argent encore à ces messieurs-là pour construire leur maison. Oui, Azidou, vous allez clôturer cette émission. Donc, nous avons ici le journal Le Choc avec des titres vraiment accablants, en tout cas qui incriminent l'État. Alors, pour vous, quel serait... Et l'État quel serait justement... Le journal Le Choc est clair, il dit le laxisme blâmable de l'État en est la cause. Voilà. Obarigui, j'ai vu les détenteurs, les acquéreurs avec des documents légaux signés par l'État. Voilà. L'État a contribué à la spoliation de son propre bien. Il y a un monsieur qui détient un titre foncier. Comment l'État peut-il donner un titre foncier à un citoyen qui vient de spolier le terrain de l'État?
C'est le comportement laxiste blâmable. L'État ne surveille pas ses biens. C'est vrai que l'État, c'est un monstre froid. L'État peut se lever de sa torpeur, de sa froideur sévir, mais il va sévir trop tard. Des papas qui ont construit des maisons dans le camp militaire, l'État n'a plus qu'à le... Moi, je fais une proposition, il faut les dédommager, sortir ces gars du camp militaire, leur trouver un terrain hors du camp parce que l'État a laissé les gens construire, l'État est laxiste, l'État est blâmable. L'État a accordé des papiers officiels aux gens qui achètent des terrains et dit on va l'acheter. Donc l'État a donné des documents légaux. Et inattaquables. Voilà, il a des légaux. En ce moment-là, on peut porter plainte à l'État. Du coup, il y a deux responsables. Un, le propriétaire foncier, qui connaît l'histoire, qui a participé au planting de ces arbres parce qu'il a été fonctionnaire là-bas, qui est retraité et qui a vendu. Et de deux, l'État qui a accordé des documents officiels, qui a même fait le bornage avec les services du cadastre. Alors, l'État se met à vendre son propre produit. Du coup, l'État est responsable. L'État ne peut pas chasser ces hommes-là. L'État doit les déloger, les placer ailleurs. Ma solution à moi, c'est que l'État les prend en charge, puisse les placer ailleurs, parce qu'il a laissé faire. Si on avait interdit la fondation, les maisons ne seraient pas à ce niveau-là. C'est pas normal. Question sur l'actualité, l'émission touche à sa fin. Aujourd'hui, nous avions parlé d'une situation conflictuelle au niveau de la forêt d'eucalyptus au niveau de Kintélé, ce site qui fait aujourd'hui l'objet d'un conflit entre l'État, les propriétaires fonciers et les acquéreurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Certainement, vous avez pigé quelque chose à partir justement de cette émission. Merci donc de nous avoir suivis. La prochaine émission, c'est d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Je reprends la suite. Vas-y. C'est bon? Vas-y. Attendez. Vas-y. Allez-y. Question sur l'actualité, l'émission touche à sa fin. Merci donc de nous avoir suivis. Aujourd'hui, il était question de la situation conflictuelle au niveau de la forêt d'eucalyptus à Kintélé entre... Vas-y. Ça dit plafonne. Voilà, c'est bon. Vas-y. Vas-y. Vas-y, c'est ouvert. Question sur l'actualité, l'émission touche à sa fin. Aujourd'hui, il était question de litige au niveau de la forêt d'eucalyptus à Kintélé entre l'État, les propriétaires fonciers et les acquéreurs. Une situation que nous avons tenté d'élucider sur ce plateau. Était comme invité Ulrich Mabika, Romy Kokilas, Asie Domi de Marseille. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ça, c'est bien sûr.